Bonjour et bienvenue dans cette formation. Elle a été conçue pour vous permettre d'avoir une petite partie théorique tous les jours et une partie pratique sur un compte fictif, mais avec des données de marché réel. C'est-à-dire trader en compte simulation, mais avec des datas de marché réel. L'objectif est de vous permettre d'appliquer immédiatement les connaissances acquises. Je vous recommande vivement de la suivre en intégralité une première fois, un week-end lorsque les marchés sont fermés par exemple, et puis reprendre la formation point par point tous les jours de la semaine pendant 2 semaines, c'est-à-dire pendant 10 jours ouvrables, du lundi au vendredi pendant 2 semaines. Nous allons donc commencer avec le premier point, qu'est-ce qu'un carnet d'ordre? Donc, présentation du carnet d'ordre, ce qu'on appelle également DOM et fonctionnement. Qu'est-ce qu'un carnet d'ordre? Alors, le carnet d'ordre DOM est un outil de trading qui affiche en temps réel les ordres d'achat et de vente sur un marché. Il montre la liquidité disponible à chaque niveau de prix, permettant aux traders de prendre des décisions basées sur l'offre et la demande. Je vais vous montrer ici, j'ai une image d'un carnet d'ordre, comme ça je vous l'explique. Donc ici, on a le volume at price. Donc, c'est le volume, le nombre de contrats échangés à chaque prix. Ici, ce qu'on a au milieu, c'est le prix. Le prix de l'indice, de l'action, ou de peu importe ce que c'est. Mais nous, vu qu'on trade le marché des indices, on va dire que c'est un indice. Donc ici, c'est le prix du marché. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est le Nasdaq, ou l'S&P 500, ou l'Eurostoxx 50, peu importe l'indice que vous tradez, eh bien ici, dites-vous que c'est le prix du marché. Donc là, le marché, il est à 2871,75 points. Là, on voit que sur ce prix, le prix du marché, il y a eu 7415 contrats déjà échangés à ce prix-là. Ici, on voit, ça c'est l'endroit où on va placer nos ordres. C'est-à-dire que nous, si par exemple on veut vendre le marché, shorter le marché, parier à la baisse, comme on dit, du marché à un certain prix, par exemple à 73,50, et bien je clique ici, et ça me met un ordre limite à 53,50 en attente d'exécution. Et inversement, ici la même chose. Donc ici c'est les ordres limites à la vente, et ici les ordres limites à l'achat. Et on voit ici tous les ordres, les numéros que vous voyez ici, c'est le nombre de contrats en attente d'exécution à chacun des prix. Et ici, on voit les contrats exécutés. Ça, c'est les ordres market. Les gens, quand ils rentrent market, c'est-à-dire ils rentrent dans le marché, mais prix du marché. Ça, c'est les ordres market. Donc voilà, ça c'est la base d'un graphe, pardon. Ça, c'est la base d'un DOM. Ce qu'il faut se rappeler ici, c'est le nombre de contrats échangés à chacun des prix, le prix du marché. Ici, c'est les contrats limites à l'achat, contrats limites à la vente. Ici, c'est les contrats ordre market, prix du marché. En gros, qu'ils ont été exécutés à chacun des prix du marché. Voilà. Pourquoi trader directement sur le DOM? L'avantage de trader directement sur le DOM. Donc, le DOM offre un aperçu en temps réel du marché, permettant aux traders de voir les véritables intentions des participants. Il permet une exécution rapide et précise des ordres, favorisant le scalping et la réactivité. Vu que nous on scalp, on ne peut pas se permettre d'attendre, vu qu'on prend nous, ce qu'il faut comprendre par exemple sur le Nasdaq c'est 0,25 le tick, ça dépend du broker, mais chez le broker sur lequel je suis pour le moment, c'est 0,25 tick, 25 le tick. C'est-à-dire que 1 point, c'est égal à 4 ticks. Donc nous, on prend même pas du bénéfice au point, on prend du bénéfice au tick. Et par exemple, si vous tradez le micro Nasdaq déjà, il est à, je pense, 1,25€ le tick, 1,25$ le tick. C'est-à-dire qu'il est à 1,25$, il est à 5$ le point. Interprétation des volumes et de la profondeur du marché. Comprendre les volumes et les profondeurs du carnet d'ordre est essentiel pour identifier les zones d'intérêt, repérer les gros acteurs et éviter les faux signaux des indicateurs techniques. C'est-à-dire que nous, au carnet d'ordre, on voit le vrai jeu de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on voit le nombre de contrats à l'achat exécutés, le nombre de contrats à la vente, et par rapport à certains prix, on peut voir le nombre de contrats qui seront exécutés en ordre limite. Il faut faire attention au spoofing, mais en général, on peut voir combien de contrats seront exécutés à un certain prix, donc pas anticiper, mais pouvoir gérer mieux notre trade.
ça c'était le premier point, c'est comprendre qu'est-ce qu'on utilise, l'outil du carnet d'ordre, c'est quoi, ça sert à quoi, etc. Mais voilà, comme je vous ai expliqué, nombre de contrats échangés, si on veut acheter, nous on doit se mettre sur les ordres limites ici, ou alors appuyer ici pour acheter en ordre market, et inversement, soit placer un ordre limite, on veut vendre à partir de là, ou alors on appuie ici et on se fait exécuter en ordre market. Bon, là, comme je vous ai dit, vaut mieux voir toute la formation une fois, la première fois que vous la regardez, et puis refaire jour par jour les points que je vous ai mis, comme celle-ci. Par exemple, le jour 1, c'était l'organisation, elle est faite quand je donne cours en physique. Donc quand je reçois quelqu'un, c'est pendant 2 semaines, on trade avant l'ouverture du CME parce que j'apprends à trader sur le Nasdaq en physique. De 14h par exemple à 15h30, on fait la formation théorique, on regarde le DOM ensemble, et puis de 15h30 à 17h, c'est session trading, moi en live et mon étudiant en simulation. Donc là, par exemple, vous, la première fois, vous faites l'entièreté de la formation, et puis vous faites point par point tous les jours. Là, par exemple, le jour 2, les différents types d'ordres. Ordre limite vs ordre du marché. Et j'ai oublié de vous dire également, ceci est fourni avec la formation dans le document. Donc mettez-le sur le côté, comme ça vous n'avez pas besoin de retranscrire, vous avez la totalité des données ici à côté. Donc, ordre limite vs ordre du marché. Donc, c'est quoi un ordre limite et c'est quoi un ordre au marché? Je vous montre également en même temps sur Zenith Founding, une propre firme, compte à 50 000, 198 $ de fait. Depuis 3 jours, j'ai fait 1000 $ sur les 3000. Aujourd'hui, j'avais la formation enregistrée, donc je prends pas le temps de trader comme il faut, mais de toute façon, aujourd'hui, voilà, on est dans un range, on short dans les alentours des 20 115 et zone d'achat 20 039, 25. Mais là, plus trop de volatilité, plus assez de volatilité. Quoique, le marché est toujours bien, le carnet d'ordre est toujours beau. Et voilà, là, vous avez l'endroit pour exécuter en vente, l'endroit pour exécuter en achat. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, je vais monter plus haut. Si par exemple, je me dis que le marché va chuter à 20 094,75, je vais à 20 094,75, je place mon ordre de short, et vous voyez qu'ici, j'ai mon ordre qui est placé en ordre limite. Ça, c'est les ordres limites. Et puis au contraire, si je veux rentrer directement dans le marché, je vois, par exemple, je vais essayer de placer un trade, peut-être en un lot, pour rigoler, mais voilà, je vois que le marché est un peu repoussé ici dans la zone. Je vais attendre de le voir réellement se faire repousser. Donc ici, il est plus ou moins repoussé à 46,50. Donc je vais rentrer à 47,50 peut-être. Essayer de voir s'il y a quelque chose à faire. Non, c'est pas fait prendre. C'est risqué ce que je fais. Hein. C'est ni fait ni à faire ce que je suis en train de faire. C'est juste pour vous montrer un exemple d'exécution. Même si je dois couper ma pause en perte de 10 $, 20 $, je m'en fous. Au moins, vous pouvez voir lorsqu'on se fait exécuter. Et c'est ça que je fais. Par exemple, tous les jours, on commence avec la partie théorique. Et lorsqu'on arrive à 15h30, c'est terminé. Avant 15h30, plus ou moins 20 minutes avant, on prend une pause, boire un café, regarder un peu tout ce qui s'est passé, regarder le calendrier économique, etc. Et j'explique les données que j'ai fait parce que moi, je fais le morning meeting le matin. Mais ça sert à rien au début d'essayer d'expliquer comment regarder la macroéconomie. Alors d'aujourd'hui, il y a des outils qui facilitent le travail. Pour nous, les scalpers, si on est en swing, il faut être beaucoup plus calé, beaucoup plus de data. Mais pour nous, le swing, on doit avoir une tendance, plus ou moins connaître la tendance générale.
J'ai réellement envie de me faire exécuter. Même si je me fais soulever, c'est pas grave, je coupe ma pause, mais juste que vous voyez l'exécution en live. 20 47,50. Là, ça, c'est un compte propre firme que je suis en train de valider. Compte à 50 000 $. Je vais regarder mon dashboard rapidement. Non, je vais me faire exécuter, donc vaut mieux pas. Voilà, je suis exécuté. Vous voyez que maintenant, je suis dans le marché. Je regarde. Si le marché reprend, j'essaie de prendre quelques ticks. Voilà, on a décroché. Il faut être prêt à couper sa pause. On regarde le carnet d'ordre, qu'est-ce qui se passe. Beaucoup d'ordre d'achat. Se fait rejeter. Voilà, on a passé notre trade. 203 $, on a pris 7 $. J'aurais pu laisser, mais vu que j'ai fait n'importe quoi en réalité, là, je suis pas dans le trade, je suis pas sur le marché, je sens pas le carnet d'ordre. C'était seulement pour vous montrer, ben voilà, un exemple de trade qu'on passe. Donc, ordre limite vs ordre au marché. C'est comme on a vu là maintenant, j'ai mis un ordre pour qu'il se fasse exécuter, donc ça c'est ordre limite. Et puis ordre au marché, en réalité, c'est quand vous prenez le prix du marché. Donc, il n'y a pas d'attente, vous êtes exécuté immédiatement parce qu'il y a personne qui a en attente d'être exécuté avant vous. Il n'y a pas de liste d'attente pour l'exécution. Les différents types d'ordres et leurs impacts sur le marché. Ordre limite et ordre au marché. Donc, ordre limite, placés à un prix spécifique ou meilleur, ils ajoutent de la liquidité au marché et permettent d'acheter et vendre à un prix défini, mais ne garantissent pas l'exécution immédiate. C'est-à-dire que là, j'ai été exécuté tout à l'heure, mais des fois, tellement il y a de contrats qui doivent être exécutés avant le vôtre, que le marché passe sur votre prix, repart, mais ne vous exécute pas. Ordre au marché, exécutés immédiatement au meilleur prix disponible, elles garantissent l'exécution, mais peuvent subir des slippages en période de forte volatilité. Le slippage, c'est lorsque le marché décroche, lorsque vous voyez une très grande bougie. Si quelqu'un rentre un trop gros nombre de contrats sur un prix et qu'il n'y a pas d'intervenant en face, le marché peut décrocher de plusieurs prix. Impact des ordres limites sur le carnet d'ordre. Ils remplissent le carnet et définissent la liquidité visible. Les ordres limites à l'achat placés sous le prix actuel et à la vente au-dessus du prix actuel, influençant le spread. Une forte concentration d'ordre limite à un certain prix peut agir comme un support ou une résistance. Si vous connaissez les fondamentaux, support, résistance dans le chartisme, je pense que vous connaissez. On va pas s'attarder là-dessus. Donc, on a exécution immédiate des ordres au marché. Un ordre au marché va consommer la liquidité disponible dans le carnet immédiatement, impactant le prix en fonction du volume. En cas de faible liquidité, un gros ordre au marché peut provoquer un glissement du prix, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure, c'est le slippage. Cela entraîne des mouvements brutaux, surtout si l'ordre est assez volumineux pour traverser plusieurs niveaux de prix. On a des zones, support résistance, des zones intermédiaires parfois, et lorsque le nombre de contrats est beaucoup trop élevé, le marché peut traverser plusieurs zones de prix. On arrive aux ordres iceberg et ordres cachés. Qu'est-ce qu'un ordre iceberg? Un ordre iceberg est un petit volume visible dans le carnet, tandis que le reste est caché. Dès que la partie visible est exécutée, une autre partie est révélée. Cela permet aux grands acteurs d'acheter et vendre sans attirer l'attention. Ordre caché, hidden orders, ils ne sont pas visibles du tout au carnet d'ordre, ce qui empêche les traders de les détecter directement, utilisés pour éviter de montrer la pression acheteuse ou vendeuse. Comment identifier les gros ordres cachés? Quelques indices permettent de détecter la présence de ces ordres. Taille des exécutions. Si des transactions volumineuses s'exécutent sans que le carnet d'ordre bouge, un iceberg ou un ordre caché est probablement en jeu. Volume inhabituel, un volume élevé dans le time and sales, sans correspondance dans le carnet d'ordre peut indiquer des ordres cachés. Comportement des niveaux de prix, une résistance support semble absorber de gros volumes sans disparaître du carnet, suggérant un ordre iceberg. Ici, pourquoi les institutions utilisent ces ordres? Éviter de révéler leurs intentions, réduire l'impact sur le marché,
et mieux gérer leurs exécutions. En fonction des ordres, ils obtiennent un meilleur prix moyen d'entrée. Stop chaser, comment les market makers exploitent les stops. En gros, les stop chasers et manipulation du marché, ça c'est nos pires ennemis, c'est les market makers en général. Ils vont faire en sorte de pousser le marché un peu plus loin que la zone. Par exemple, on a une zone à respecter en 4 heures, une résistance en béton. On arrive, on voit la présence de vendeurs au carnet d'ordre. Et ben parfois, les market makers vont pousser le prix un peu plus loin. Ils vont charger à l'achat pour pousser le prix un peu plus loin, exécuter les stops. Parce que lorsqu'on passe à un trade, on va avoir notre stop loss. Et ben exécuter ces stops, faire sauter tous les traders, et puis repartir dans le bon sens. C'est ce qu'on appelle les stop chasers, les gens qui font ça. Jour 3, lecture du flux d'ordre et identification des acteurs. Donc, le concept d'order flow. L'order flow analyse les transactions passées en temps réel, permettant d'identifier la dynamique des acheteurs et vendeurs. Il distingue le volume échangé du volume affiché. C'est l'order flow, c'est ce qui permet de voir le nombre de contrats en attente d'exécution et le nombre de contrats exécutés. Impact des ordres passifs et agressifs. Les ordres passifs ajoutent de la liquidité, tandis que les ordres agressifs la consomment. Comprendre cette dynamique est crucial pour repérer les grandes institutions. Comment repérer les vrais acheteurs-vendeurs? Volume dans le time in sales. Acheteurs-vendeurs en grande quantité exécutés au marché, indiquant des acheteurs sérieux. Absorption de liquidité. Si un niveau support-résistance tient malgré des attaques répétées, un gros joueur absorbe les ordres. Ordre iceberg. Si un niveau semble se recharger sans bouger, il y a probablement un gros acheteur-vendeur caché. Déséquilibre entre passif et agressif. Quand les ordres agressifs au marché dominent sur une zone, la tondeuse peut s'accélérer. L'impact des ordres passifs et agressifs. Ordre passif, les ordres limites ajoutent de la liquidité au carnet. Ça va se répéter un petit peu pour que ça rentre dans vos têtes, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On revient un peu aux ordres limites et les ordres market et les ordres passifs et agressifs. Interprétation des absorptions et des rejets. Absorption, quand un niveau clé contient de nombreux ordres sur un marché sans céder, un signe de gros joueurs défend un prix. Par exemple, un support à 20 000 pour le Bitcoin tient malgré une avalanche d'ordres vendeurs. Des acheteurs absorbent la vente. Rejet, quand le prix atteint un nouveau mais n'arrive pas à s'y maintenir et repart dans le sens inverse. Un pump rapide jusqu'à $50 suivi d'une chute brutale montre un rejet, souvent causé par des ventes massives. Lecture du time in sales. Regardez si le volume affiché est exécuté ou annulé. Observez la réaction du prix après un gros ordre. Divergence volume-prix. Si le volume augmente mais que le prix stagne, cela peut indiquer une distribution ou une accumulation. Détection des bookmakers. Détection des breakouts réels vs fake-out. Un breakout valide est souvent accompagné de gros ordres exécutés dans le time in sales. Ça veut dire que si on sait qu'il y a un vrai breakout, qu'on va, par exemple, traverser un support ou une résistance, au time in sales, on doit également voir un gros, par exemple, si c'est une résistance, on doit avoir au carnet d'ordre un gros volume d'achat, et si c'est un support, un gros volume de vente. Analyse des exécutions en temps réel. Regardez si le volume affiché est exécuté ou annulé. C'est le spoofing qu'on appelle ça. Si de gros ordres disparaissent sans être exécutés, ça peut être un leurre, ce qu'on appelle le spoof. Observez la réaction du prix après un gros ordre. S'il ne bouge pas malgré de gros achats à vente, il y a une absorption, divergence, volume, prix. On revient un peu toujours sur les mêmes points. Le jour 4, zone clé, support, résistance et order block. Donc, c'est quoi une zone support résistance sur le carnet d'ordre? Une zone de support est un niveau où une forte concentration d'ordre acheteur bid est placée, empêchant le prix de descendre en dessous.
Une zone de résistance est un niveau où de nombreux ordres vendeurs ask sont positionnés, freinant la hausse du prix. Comment elle se forme et fonctionne? Accumulation des ordres limites. Des traders, institutions placent des ordres d'achat sous le prix support ou de vente au-dessus de la résistance. Ordre iceberg, de gros acteurs cachent une partie de leurs ordres pour ne pas révéler leurs intentions. Ordre stop loss, quand une majorité de stop loss est placée sous un support, le marché peut chercher à les déclencher avant de repartir dans l'autre sens. Réaction historique, les traders se basent sur d'anciens niveaux de prix pour positionner leurs ordres. Order block et leurs importances. L'order block, order de très gros volumes passés par des institutions, ils sont stratégiquement placés à des niveaux importants pour protéger ou pousser le prix. Leur exécution partielle ou totale indique un changement potentiel de dynamique sur le marché. Un order block absorbé peut signaler une continuation de mouvement, tandis qu'un order block repoussé peut entraîner un retournement. Comment repérer une zone où le prix va réagir? Au carnet d'ordre, présence de gros ordres passifs qui se maintiennent. Time in sales, détection d'exécution importante sur un même niveau. Densité d'ordre stop, repérer les zones et les stop loss sont regroupés pour les chasseurs de stop. Analyse de rejet, si le prix touche un niveau plusieurs fois sans passer, c'est une zone à surveiller. Formation de zones clés via les ordres, identification des ordres blocs, stratégie pour trader les niveaux clés. Donc ici, stratégie pour trader sur une zone d'order bloc. Breakout avec confirmation. Attendre que le bloc d'ordre soit absorbé avant d'entrer. Éviter les fake out. C'est-à-dire que lorsqu'on est par exemple sur une résistance et qu'on voit que le prix va être rejeté, rejet du niveau, entrer dans l'autre sens si un bloc d'ordre stoppe clairement le prix. Scalping sur accumulation, acheter, vendre lorsque de gros ordres apparaissent sans impact immédiat sur le prix. Attente d'un retest. Après le passage d'un order block, trader le retour sur le niveau pour confirmer la direction. Exercice pratique, identifier des niveaux clés et anticiper des réactions du marché. Là, vous avez par exemple dans la partie du jour 4 à la fin un exercice pratique à faire. Je vous le laisse et vous irez le voir par vous-même. On passe au jour 5, analyse des absorptions et des cassures. Qu'est-ce que l'absorption? Une absorption se produit lorsqu'un acteur du marché empêche le prix de franchir un niveau clé en absorbant les ordres agressifs opposés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'on voit qu'à un certain prix, il y a des ordres limites qui sont placés et qui sont à chaque fois mangés. Dès qu'il y a des ordres placés, ils se font manger. Différence, une vraie absorption d'une fake. Une véritable absorption se manifeste par un fort volume sans mouvement significatif du prix, tandis qu'un fake se dissipe rapidement. Voilà, on a les absorptions haussières et absorptions baissières. Comment repérer les grosses mains qui absorbent les ordres? Au carnet d'ordre, encore une fois, au time in sales. Ça reviendra toujours les mêmes outils. Éviter les faux breakouts, les instituts pièges, les traders particuliers en simulant des cassures. Avant de retour de marché, observer le flux d'ordre est essentiel. Ça, de toute façon, c'est pour ça qu'en réalité, moi, j'aime faire une petite partie théorie, mais la majorité du temps, ce que vous devez faire, c'est manger du graphe. Manger du graphe, manger du graphe, manger du graphe, passer le maximum d'heures devant un graphe pour pouvoir visualiser pendant les kill zones. Ça sert à rien d'être là quand il y a aucune volatilité, qu'il y a rien à faire, parce que là, vous allez plus risquer de faire des trades d'ennui. Faut rester dans ces kill zones. Quand vous commencez à trader, vous tradez à partir de 15 heures, vous vous mettez devant le desk. La matinée, vous faites votre morning meeting, vous regardez tout ce qui est macroéconomie. L'après-midi, vous vous placez devant votre desk. À 15 heures, vous vous mettez devant le desk, 15h30 ouverture américaine. Si vous aimez la grosse vol, ben là vous êtes servi. Sinon vous attendez que le marché se fasse un petit peu. Et puis vous serez servi pendant au moins 2 heures pour passer des bons trades. Comment éviter les faux breakouts? Attendre une confirmation. Un vrai breakout est souvent suivi d'un pullback et d'un maintien du prix au-dessus ou au-dessous du niveau. Attention aux confirmations. Attendre une confirmation. Un vrai breakout est souvent suivi d'un pullback, d'un maintien du prix au-dessus ou au-dessous du niveau. Analyser le volume.
Une cassure avec peu de volume est suspecte. Observez les ordres passifs. C'est un gros mur d'ordre passif juste avant la cassure. Attention au piège. Et utilisez le time in sales pour voir les contrats exécutés. Exercice pratique, encore une fois, vous aurez un exercice dans le PDF. Le point 6, on va le voir ensemble. Donc, définition des entrées et sorties du carnet d'ordre. Quand entrer en position, entrer quand le flux d'ordre confirme ton scénario. C'est-à-dire, nous, notre stratégie, c'est quoi? Attendre une grosse volatilité, une grosse bougie, et profiter de l'inspiration du marché pour prendre quelques tics lorsque le marché va respirer et va revenir consolider le prix. Donc, nous, on attend, première étape, attendre une grosse vol. Deuxième étape, regardez si on est dans une zone, soit une zone principale ou secondaire. Et puis, on est toujours contrarié. Ça veut dire que nous, si le marché monte, nous, ce qu'on va faire, on va attendre l'essoufflement du marché pour prendre notre bénéfice lors de la redescente. On prend quelques ticks. C'est pour ça, en réalité, moi, en moyenne, je prends 20 ticks par trade. Entrer quand le flux d'ordre confirme ton scénario. Si tu veux acheter, assure-toi que les vendeurs agressifs soufflent et que les acheteurs absorbent bien. Si tu veux vendre, vérifie que les acheteurs agressifs ne parviennent plus à pousser le prix plus haut. Repère les zones d'absorption ou de réaction sur le carnet d'ordre. Sur un support, voir si des ordres passifs absorbent la vente. Sur une résistance, vérifie si les vendeurs absorbent les achats. Attendre une confirmation avant d'entrer. Après une cassure, voir si le prix se maintient au-dessus ou au-dessus du niveau. Observez si les ordres agressifs suivent le mouvement. Sinon, ça peut être un fake-out. Évitez les entrées multiples. Évitez les entrées impulsives. Ne pas entrer sur une cassure immédiate. Beaucoup de faux breakouts sont créés pour piéger les traders indépendants. Évitez les entrées contre-tendance sans justification. Nous, on fait beaucoup de contre-tendance. Un niveau de support-résistance ne suffit pas. Il faut que le carnet d'ordre et le volume confirment. Ne pas sauter sur une impulsion sans voir l'impact sur la liquidité. Vérifie si le volume suit et si le time and sales montre un vrai engagement des acheteurs aux vendeurs. Sortir sur signaux de renversement dans le carnet d'ordre. Si tu es long acheteur, il y a une absorption massive de vendeurs au-dessus. Ça peut être le moment de prendre tes profits. Si tu es en short vendeur, une grosse absorption d'acheteurs sous le niveau clé indique un potentiel retournement du marché. Utiliser le timing sell, ça toujours avoir un plan de sortie avant d'entrer. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je fais? J'observe la première intention, je rentre jamais dans le marché. J'observe le carnet d'ordre, j'analyse chacun des prix. Par exemple, je vais vous montrer ici. J'observe le carnet d'ordre, par exemple. Là, ça bouge. Normalement, là, c'est parce que c'est une photo. Mais en réalité, ça bouge assez fort lorsqu'on est dans le temps des ouvertures des marchés. Et je vois que, par exemple, quand on arrive ici, je vois que au carnet d'ordre vendeur, il y a beaucoup de contrats qui s'accumulent, qui sont exécutés, qui s'accumulent, qui sont, par exemple, à ce niveau-ci, vous voyez. Là, il y a beaucoup plus de contrats qui sont exécutés qu'ailleurs. Là, il y a plus de ventes que d'achats, par exemple. Et ben, je sais qu'ici, par exemple, je regarde la première intention, ce qui va se passer. Si je vois que le prix est repoussé très très loin, eh ben, je vais venir me positionner pour la deuxième intention en tant que vendeur. Et je regarde, avant que mon prix vienne m'exécuter, je regarde le nombre de contrats qui assurent le carnet d'ordre, encore une fois, pour voir si le vendeur est toujours présent ou pas, et le nombre de contrats exécutés avant moi. Donc, et la même chose, lorsqu'il est rejeté, c'est ce que je voulais vous dire, j'ai oublié, lorsque le prix est rejeté vers le bas, je vais attendre de revisualiser un prix auquel l'acheteur repousse le prix vers le haut. Tant que j'ai aucune observation, ça ne me sert à rien de mettre déjà un ordre de sortie. Il faut que je sache plus ou moins où est l'intervenant acheteur. Donc, j'attends de voir la même chose. Ici, quand il est repoussé vers le bas, et puis en bas, quand il est repoussé vers le haut. Et je me positionne un peu plus haut que l'endroit où il a été repoussé pour être sûr d'être exécuté. Donc, conclusion, le timing d'entrée et de sortie est crucial en trading. Attends toujours une confirmation du carnet d'ordre et du flux d'exécution pour entrer et sortir dès que tu vois un changement clair dans la liquidité.
take profit basé sur le volume et absorption, stop loss intelligent basé sur la profondeur du marché, exercice pratique, placer des trades fictifs en fonction des réactions du marché. Ça, tous les jours, vous allez le faire. De toute façon, vous devez le faire, vous devez vous créer la meilleure plateforme pour moi, pour le moment, c'est Ninja Trader. Et après, en propre firme, Zenith Founding. Si vous avez plus de capitaux et que vous pouvez prendre le risque de trader en propre firme, directement, vous pouvez le faire. Comme ça, vous avez l'habitude de trader déjà avec le stress de l'argent réel, d'un compte réel. Ici, on arrive dans une partie très importante, la gestion de risque. Donc, gestion de risque, état et déposition. Ça, c'est la partie la plus importante parce que vous pouvez avoir une bonne stratégie, la bonne mentale, etc. Mais vous, chaque fois que vous risquez plus quand vous perdez que quand vous gagnez. À long terme, vous serez jamais rentable. Ça veut dire que si chaque fois je risque 100 euros pour gagner 50 euros, bah si à chaque fois je perds les 100 euros, à un moment, il me faut deux trades pour récupérer les 100 euros, il faut que ça soit le contraire. Un pour un minimum, c'est le plus risqué, les traders le plus risqué, ils risquent 100 euros pour 100 euros, en réalité. Mais en dessous, vous pouvez pas. Sinon, vous n'êtes pas rentable au long terme. Combien risquer par trade? Le risque par trade dépend de ton capital total et de la tolérance au risque. Règlement classique, risque 1 à 2% du capital par trade pour limiter les pertes. Et par exemple, capital de 10 000 euros, risque maximum 1% est égal à 100 euros par trade. Si ton stop est à 10 points, chaque point doit valoir 10 euros, taille de la position adaptée. Calcul du risque en fonction du capital, ça, je vais vous le mettre en face de vous en réalité. Si votre capital, par exemple, est à 5 000 euros, risque 1,5%, c'est taux de 5 euros. Stop loss à 15 ticks. Nous, en réalité, c'est la formation, je l'avais mis en pips, mais nous, on parle en tick. Valeur du tick, c'est taux de 5 divisé par 5 est égal à 5 euros par tick. Ne jamais risquer un montant arbitraire sans calculer la taille optimale de la position. C'est chacun de vos trades, vous devez avoir une stratégie logique. C'est-à-dire que chaque fois que je risque de perdre 100 euros, bah quand je gagne, j'essaie de gagner minimum 110 euros, 150 euros. Sinon, à long terme, je serai pas rentable. Adapter la taille des positions selon la volatilité, ça c'est très très important également. Moi, par exemple, quand je commence à valider un compte en propre firme, je trade en 4 lots. Mais s'il y a une très forte volatilité, je vais pas trader en 4 lots, je vais trader en un lot, en micro déjà, je trade en micro, donc 4 lots sur le micro Nasdaq. Je vais pas trader en 4 lots, je vais trader en un lot, en deux lots. Donc, adapter la taille des positions selon la volatilité, c'est très important également. Forte volatilité, réduire la taille des positions pour éviter d'être stoppé trop vite. Faible volatilité, ajuster des stops plus serrés, adapter le levier si besoin. Ça, on scalping, nous, carnet d'ordre, on gère pas. L'average true range, utiliser cet indicateur pour ajouter le stop selon la volatilité actuelle du marché. Stratégie pour limiter le drawdown, fixer un maximum de pertes journalières, 3% du capital par jour maximum. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Moi, je risque 2% maximum par jour. Arrêter le trading après 2-3 pertes consécutives pour éviter le tilt. Ça, c'est très important également. Ne jamais doubler la mise après une perte. La martingale, ça fonctionne pas dans le trading. Euh, se, que, se concentrer sur des entrées de qualité plus que des multiples trades. Il faut se dire que le minimum vous êtes sur le marché, le mieux vous vous sentirez. Le minimum de trades passés, c'est le mieux. Même si vous aimez être sur le marché, c'est le plus important dans le trading, c'est le psychologique. Il faut savoir respecter sa stratégie et gérer son risk management, c'est réellement le plus important. C'est la majorité des pertes que je fais, c'est encore à cause de bêtises où j'ai fait une bonne journée de trading, je regarde pas l'heure, je vois un trade, une opportunité de trading, je rentre, je me fais soit lever, soit le marché part en tendance unisens avec un petit range parce qu'il y a plus de liquidité, plus de volatilité, parce que je suis hors de mes kill zones. Ou faut toujours faire attention à tous les points sont très importants. Le plus important, c'est même pas la stratégie, c'est savoir contrôler l'avarice. Ne pas être avare, ne se satisfaire de se dire par exemple aujourd'hui je gagne autant, je m'arrête à cette somme et pas essayer de gagner plus. Sinon vous tombez dans un délire. Trading conservateur vs agressif, ça vous l'avez dans le PDF également pour voir les différentes. Si vous aimez beaucoup plus le risque, vous pouvez vous permettre d'en prendre plus. Mais pour moi, ce que je vous ai dit, c'était le mieux.
Un bon money management est essentiel pour survivre sur les marchés. Trouver l'équilibre entre prudence et performance selon le style et ta psychologie. Selon ton style et ta psychologie, c'est très important. Faut se connaître, peaufiner la stratégie par rapport à soi-même. Développement d'une routine de scalping. Pourquoi avoir une routine stricte? Les traders les plus performants suivent un process précis. Une routine permet de limiter les erreurs émotionnelles et d'améliorer la régularité. Préparation avant la session, analyser les niveaux clés, repérer des zones de liquidité et fixation d'objectifs clairs avant chaque jour de trading. Exemple de checklist que vous pouvez faire, je vous en ai mis une dans le PDF. Y a-t-il une annonce économique majeure aujourd'hui? Mettre les alarmes sur vos téléphones 5 minutes à l'avance par exemple, ou même 15 minutes pour être sûr d'être hors du marché. Quels sont les niveaux de prix les plus réactifs? Vous regardez la zone où le prix est, vous cherchez les gros supports, les grosses résistances en H4. Quelle est la tendance générale? Quel est mon plan d'action principal et alternatif? C'est-à-dire que si par exemple j'ai deux grosses zones avec une zone intermédiaire, ben je regarde si on craque la zone intermédiaire, j'attends pour shorter à la prochaine résistance et encore je dois être confirmé par le carnet d'ordre et ainsi de suite. Préparer sa journée de trading, se dire aujourd'hui par exemple toutes les stats sont sorties positives, ben je mets pas de short. Par exemple, j'attends les supports pour repartir en long, mais la tendance journalière sera haussière par exemple. Et plein de choses à tenir en compte. Faut peaufiner votre stratégie avec le temps. Analyse des niveaux importants, les niveaux à surveiller, support et résistance clés, zone testée plusieurs fois, niveau de liquidation, où de nombreux stocks peuvent être déclenchés, order bloc et liquidité institutionnelle, zone accumulation distribution, ouverture, fermeture des sessions majeures, Londres, New York. Nous, c'est New York, 15h30. Voilà. Identification des zones de liquidité. Les institutions placent leurs ordres dans des zones où il y a de la liquidité. Comment les repérer? Ordre iceberg, on en a parlé, gros volume, carnet d'ordre, réaction du prix. Tout ça, c'est dans le PDF. Comprendre ce qui a marché et ce qui a échoué. Ça, c'est très, très important également. Débriefing après la session. Vous aurez une fiche Excel que je vous conseille de tenir pendant 3 mois en simulation après la formation. Vous tenez votre fiche Excel tous les jours et vous notez toutes les entrées, toutes les sorties. C'est la partie chiante, mais comme ça vous analysez pourquoi je suis rentré à ce prix-là, pourquoi cette fois ça a marché, cette fois ça n'a pas marché. Et dites-vous que ça, c'est 99% des traders le font pas et c'est pour ça que 99% des traders sont pas rentables. Si vous ne tenez pas une fiche Excel avec chacune de vos entrées, c'est chiant. C'est pas amusant, c'est mieux d'être sur le marché, mais si vous voulez réellement gagner de l'argent, devenir rentable avec le trading, c'est une étape à vraiment ne pas négliger. Comprendre ce qui a marché, ce qui a échoué, c'est pourquoi c'est essentiel de de débriefer après chaque session. Comprendre ce qui a marché et ce qui a échoué, améliorer la précision des entrées et sorties, identifier les erreurs récurrentes pour les corriger, checklist post-session. Ai-je respecté mon plan de trading? Ai-je pris des trades impulsifs? Ai-je bien géré mon risque? Ou aurais-je pu améliorer mes entrées et sorties? Garder un journal de trading pour suivre tes résultats et affiner ta stratégie. Ça, c'est très important. Moi, il est ici. Il est ici à côté de moi. Définis ta préparation pré-trading. Quand fais-tu ton analyse? Quels outils, niveaux regardes-tu? Fixer tes règles d'entrée et de sortie. Quel est ton signal préféré? Quels sont les niveaux de risque maximum? Structure de ton débriefing. Combien de trades passes-tu en revue après chaque session? Combien analyses-tu de tes erreurs? Appliquer cette routine sur une semaine et ajuster-la sur le résultat. Conclusion, le succès en trading vient d'une exécution rigoureuse et disciplinée. En mettant en place une routine stricte, tu élimines des décisions émotionnelles et des trades avec un plan clair et efficace. Objectif,
transformer les élèves en traders disciplinés et organisés. On passe au point suivant. Session trading en direct, mise en situation trading en temps réel. Là, le 9e jour, vous devez vraiment vous focus à fond. Regardez le contexte global. Là, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous suivez les étapes qui sont sur le PDF pour le jour 9. Et puis, le jour 10, l'évaluation et le bilan final. Ça, une fois que vous avez terminé la formation, eh ben, vous avez un bilan qui sera également attaché dans le document en PDF pour voir si vous avez bien retenu. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Une fois qu'il est à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, le test et le bilan final. Et puis, à la fin, après la formation, quelle est la prochaine étape à suivre? Trader en simulation pendant 3 mois. Envoyer un rapport Excel des performances chaque jour. Là, vous les analysez vous-même. Je demande à mes élèves de me les envoyer quand ils prennent les cours en présentiel. Analyser les erreurs et ajuster la stratégie. Et validation avant passage au trading réel. Et voilà, après avoir fait vos 3 mois de simulation, si vous voyez que après 3 mois, tous les mois vous êtes rentable, que vous avez pas fini votre stratégie et que vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir un compte chez Zenith Funding. Je vous mettrai un code promo pour avoir le challenge moins cher chez Zenith Funding. Et voilà, vous pouvez commencer à être rentable et vous créer un salaire de 2000 à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros par mois en accumulant les comptes en propre firme. Et voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Vous avez également plusieurs heures de moi qui trade en live dans les documents fournis. Et voilà, je vous souhaite une bonne formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur les différentes plateformes où la formation est disponible. Et voilà, je vous souhaite une bonne chance. J'espère que vous serez de grands traders d'ici quelques temps. Peace.